Vostra. La philosophie de Mediapart, qui est celle de l'indépendance, c'est aussi l'indépendance technologique autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'on veut au maximum de nos possibilités, même si évidemment on n'est pas insensible à ce qui peut sortir sur le marché et qu'on s'outille aussi avec des choses de l'extérieur. Au maximum, on essaye de développer nos propres solutions de manière à avoir vraiment la main dessus et de manière à être vraiment indépendant. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, deuxième épisode consacré à Mediapart, aux 15 ans de Mediapart. Je suis donc dans le studio de Mediapart et je reçois alors 3 invités. C'est un peu exceptionnel, c'est une première. J'ai fait des tables rondes, mais trois interlocuteurs et interlocutrices pour parler de Mediapart. Alors, dans l'ordre de ma droite à ma gauche, Cécile Sour, directrice générale. Cécile, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Julie Sauquel, directrice marketing. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julie, merci également d'avoir accepté l'invitation. Et Renaud Creuss, qui est le directeur de la communication de Mediapart. Bonjour. Également, merci d'avoir accepté l'invitation et donc de me recevoir dans votre studio. Alors après le premier épisode sorti la semaine dernière avec Edoui, où on parlait de Mediapart, là l'idée était un peu de plonger plus main dans le cambouis, dans la machine de Mediapart, bien comprendre comment ce média fonctionne. J'ai évidemment plein de questions à vous poser parce qu'on en parle souvent. Mediarama, c'est un média référence. Mediapart, il y a peut-être des fantasmes des fois sur le marketing, sur pas mal de choses. Alors que vous êtes un des groupes qui communiquait le plus, une espèce de transparence radicale sur les données. Donc, on va pouvoir un peu confronter tout ça. D'abord, on commence par la carte d'identité de Mediapart. C'est un peu essayer de comprendre, avoir des chiffres. Alors, ils sont pas durs à trouver, vous communiquez dessus. Mais pour ceux qui n'ont pas accès forcément à votre livret ou qui ne suivent pas de ça de près, peut-être quelques chiffres. Cécile, je commence par toi. Il y a combien d'abonnés aujourd'hui à Mediapart? Alors abonnés numériques forcément, puisque vous êtes un pure player, je ne l'ai pas rappelé, mais tout le monde a priori maintenant le sait. Vous en êtes où là en mars 2023 en termes d'abonnés numériques? Alors, en termes d'abonnés numériques, on peut partager les chiffres qu'on a partagés la semaine dernière en conférence de presse. On affiche à fin 2022 un peu plus de 210 000 abonnés numériques qui se répartissent en plus grosse partie sur les abonnements individuels, puisqu'on est autour de 202 000 abonnés individuels à fin 2022 et environ 8 000 abonnements collectifs. Donc, en affichage, on est en stabilité depuis 2 ans, au-dessus des 200 000 abonnés individuels, ce qui pour nous est une vraie satisfaction, puisqu'on a un socle d'abonnés solide. Alors, un socle qui évolue, ce n'est pas toujours les mêmes abonnés, évidemment, mais en tout cas, on se stabilise au-dessus des 200 000 abonnés, ce qui était un objectif pour nous il y a quelques années. Ce qu'on disait, ça vous met dans le quintet de tête, des plus gros médias. Alors, oui, expliquez ça bien en enlevant un peu la presse spécialisée, etc. Ça vous met même dans le trio, ce qui est quand même assez fou. Et donc, ça représente quel chiffre d'affaires ? Alors, le chiffre d'affaires en 2022 s'établit à 21,2 millions d'euros. Là aussi, en stabilité depuis 2 ans. Donc, je rappelle que le chiffre d'affaires de Mediapart est constitué à 98% des abonnements individuels. Donc, on a un slogan qui est « Seuls nos lecteurs et nos lectrices peuvent nous acheter ». C'est plus vrai que jamais. On a absolument besoin des abonnements pour continuer notre activité. Donc 98% sur les abonnements individuels. Ça laisse 2% résiduels qui sont constitués par les abonnements collectifs et par quelques sources de revenus annexes que sont les agrégateurs de contenu par exemple ou le CFC.
D'accord. Et les abonnements collectifs, c'est pas des abonnements d'entreprise? Si, c'est des abonnements institutionnels. Alors, à la fois, ça peut être les médiathèques, les bibliothèques, les entreprises, tout ce qui ne rentre pas dans la définition d'un abonnement individuel souscrit à titre privé. J'ai cru voir, mais alors c'était peut-être exceptionnel, que c'est gratuit pour les écoles ou les CDI, ou c'est en ce moment, il y a une offre? Si, c'est pendant la semaine de la presse des médias à l'école. On fait depuis quelques années des périodes de gratuité pour des écoles, des lycées, des collèges, pour leur faire découvrir pendant cette semaine-là. D'accord, c'est vraiment pendant la semaine de l'inscription. Pour les élèves, pour cette opération du Clémy. Ouais. Ok. Et donc je reviens, Cécile, sur donc, le résultat. Donc chiffre d'affaires, on l'a bien compris. Vous êtes rentable? Oui, on a un taux de rentabilité qui est de 12% en 2022, donc très élevé. Ça fait plusieurs années qu'on est fortement bénéficiaire. Cette année 2022, on la termine avec un résultat net de l'ordre de 2,6 millions d'euros, donc inférieur par rapport aux 2 années précédentes, puisque comme beaucoup d'autres médias numériques, on avait connu une très forte croissance lors de la crise sanitaire. Covid. Voilà, où on a fait 2 années successives à 4 millions de résultats nets. Parce que vous aviez plus d'abonnés. Voilà, on a énormément recruté en 2020, des abonnés qui sont en partie restés en 2021, et du coup notre chiffre d'affaires a très fortement augmenté à ce moment-là, et on a eu des résultats exceptionnels. Quand on isole en fait ces 2 années qui ont été exceptionnelles pour nous, mais comme pour d'autres aussi, on se rend compte qu'on est tout de même sur une progression linéaire, quasi linéaire, à la fois de notre nombre d'abonnés et de notre chiffre d'affaires. Donc on attribue à la fois au contexte favorable des 2 années antérieures, mais aussi au travail de fond qu'on fait à Mediapart sur le journal qu'on produit et la manière aussi dont on le sert à nos lecteurs et nos lectrices. C'est presque chiant en fait quand on réussit trop bien pendant une crise. Ça fausse un peu quand on revient un peu à la Effectivement, normalité. là on est en train de revenir sur des tendances qui sont plus classiques, avec un contexte qui évolue aussi, de plus grande fatigue de l'actualité, une appétence moindre de la part des lecteurs et des lectrices pour l'information politique générale. C'est un contexte que tous les médias de notre type rencontrent. Puis sur l'abonnement aussi, enfin, il y a eu cette bascule que vous avez fait très tôt, dès le départ, d'être sur de l'abonnement. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est un peu le modèle dominant. Donc, il faut aussi choisir un peu où on met son argent, ses abonnements. Et dans un contexte d'inflation, c'est pas évident. Tout à fait. Alors, effectivement, nous, d'autant plus qu'on n'a aucune autre source de revenus, là où d'autres médias ont soit de la publicité, soit des mécènes, soit des subventions publiques, soit des accords commerciaux avec les plateformes. Nous, on n'a que l'abonnement. Donc forcément, la question de la soutenabilité de ce modèle d'abonnement se pose particulièrement à Mediapart, mais on constate que notre churn à ce jour reste dans des niveaux habituels. Voilà. Ça, on va en parler justement un peu du churn. On parlait de chiffre d'affaires, là tu parles un peu de l'évolution. Vous avez des objectifs de croissance, ça reste une entreprise. Alors après, un média, on le sait que c'est pas une entreprise comme les autres. Et on a bien compris qu'il y a une mission aussi d'info, d'indépendance, etc. Mais alors, toi, tu es fraîchement directrice générale, hein, tu étais directrice administrative et financière du média pendant longtemps. Tu as des objectifs de croissance à côté, enfin de rentabilité? C'est quoi le but de Mediapart? Alors, à contrario sûrement de certains médias, on ne se fixe pas d'objectifs chiffrés. On a eu des discussions là-dessus en comité de direction, ni en termes de nombre d'abonnés, ni en termes de chiffre d'affaires. Évidemment, on souhaite demeurer bénéficiaire dans les années à venir, parce qu'on veut continuer à produire un journal d'utilité publique pour nos lecteurs et nos lectrices. Donc, on souhaite revenir sur une dynamique de croissance, si possible, dans les années à venir. On ressent, comme tout le monde, que le contexte évolue, que c'est de plus en plus difficile de convaincre. C'est plus difficile pour les ménages aussi qui ont des choix à faire en lien avec l'inflation. Les modes d'information évoluent. Donc on est confronté à toutes ces questions-là, mais notre souhait, c'est effectivement de poursuivre notre croissance. Alors pas forcément une croissance ni en termes de nombre d'abonnés, ni en termes de taille d'équipe, ni en termes de chiffre d'affaires, mais en tout cas une croissance suffisante pour nous permettre de continuer à réinvestir régulièrement dans le journalisme et dans nos produits pour continuer à exister et à pouvoir dire et passer les messages qu'on a envie de faire passer. D'accord, donc pas d'objectif de chiffre d'affaires, c'est vraiment plus se dire on doit être rentable, on doit maintenir pour continuer notre mission, mais il n'y a pas des espèces d'objectifs clairs là-dessus.
Non, alors on a une culture professionnelle un petit peu différente à Mediapart sur la nature des objectifs qu'on se fixe. C'est des objectifs qui sont partagés dans on va dire, la philosophie du projet. Mais par exemple, on est une entreprise où on ne fixe pas d'objectifs individuels aux salariés auxquels on rattacherait des augmentations salariales, par exemple, à la clé. On est à contrario sur des augmentations collectives automatique pour tout le monde. Voilà, on n'a pas besoin de demander à être augmenté. Exactement. On l'est automatiquement si on bosse bien. Même si on bosse mal. Mais personne ne bosse mal à Mediapart. Mais pas. Voilà, on est sur des augmentations collectives automatiques parce qu'on ne veut pas mettre les gens en concurrence. On ne veut pas que les gens aient à défendre ou à remplir des objectifs. Que ceux qui négocient mériter. mieux soient mieux payés, exactement. etc. On considère qu'il y a des inégalités aussi dans les capacités des uns, des unes et des autres à négocier ce genre de choses. Ça se travaille, ça. Mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà. Et du coup, à Mediapart, c'est vrai qu'on rarement on fixe des objectifs qui soient... on en fixe quand même dans certains métiers et on a quand même des KPI qu'on suit, etc. Mais collectivement, on ne s'est pas fixé d'objectifs chiffrés pour les années à venir, ni en termes de chiffre d'affaires, ni en termes de nombre d'abonnés. Ouais, puis peut-être pour préciser aussi, peut-être que tu en as parlé avec Edoui dans le premier épisode, mais c'est vrai qu'on est aussi une structure aujourd'hui où on n'a pas d'actionnaires, donc en fait on en parle justement on n'est pas ce fonds de dotation. On n'a pas d'objectif ou de compte à rendre ou de dividende, on n'a jamais versé, même quand il y avait une structure différente, on n'a jamais versé de dividende depuis 15 ans. C'est ce que disait Cécile, en fait, les bénéfices qu'on peut faire, c'est à investir. Il n'y a pas une pression financière en fait d'être rentable coûte que coûte parce qu'on doit reverser des dividendes ou parce qu'on a un rapport à faire. C'est ça, la seule pression, c'est que la rentabilité, c'est aussi une garantie d'indépendance. Donc voilà. C'est pour ça qu'on veut en fait quand même pouvoir continuer à investir et à investir, mais voilà, il n'y a pas cet objectif derrière non plus de reverser des dividendes à quelconque actionnaire, quoi. Ok, on continue sur la carte d'identité, là des choses peut-être un peu précises en termes de visiteurs uniques. Donc là j'imagine, je ne sais pas s'il y a des objectifs, mais en tout cas vous traquez, vous suivez ça quand même d'assez près, j'imagine. C'est quoi les grands chiffres de Mediapart en termes de fréquentation sur les supports? Je te regarde là, Julie, plus pour toi. Ouais, alors on a 4 millions de visiteurs uniques par mois et 7 millions de visites par mois aussi. On a une grosse part en fait de notre lectorat qui visite l'application mobile, de plus en plus importante. Tu connais à peu près ce ratio entre... Ouais, en fait, on a 25% de notre lectorat qui abonnés, qui visitent l'application mobile. D'accord. Et il y a encore quelques temps, on était à 20%. Enfin, ça ne fait que croître parce qu'on considère l'application mobile comme un outil de rétention, de fidélisation. Donc, on a tout intérêt en fait à migrer progressivement les abonnés sur cette appli mobile. Ouais. Ça ne les empêche pas en fait de convertir d'abord sur le site. Comme ça, on s'affranchit aussi des commissions des stores par lesquels on passe de toute façon pour souscrire des abonnements. En tout cas, c'est le choix de Mediapart aujourd'hui. Et sur après, Mediapart, on peut s'abonner via l'application et via l'achat in-app. Et donc ouais, tout à fait. Mais vous incitez globalement, votre philosophie, c'est plutôt les faire s'abonner sur le site. Ouais. Parce qu'on a une maîtrise en fait de la donnée et puis la donnée et puis de toutes les actions en fait de fidélisation et de rétention et de réabonnement une fois qu'ils sont sortis. Ce qui est moins le cas quand ils passent par les stores. Ouais. On parlait du churn. Est-ce que forcément, donc là, plus de 200 000 abonnés, 15 ans, vous devez avoir un peu de données et suivre ça d'assez près. Vous connaissez le taux de churn? C'est des choses que vous communiquez? Alors on le connaît très 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 bien, mais on communique pas dessus. Mais c'est un indicateur clé effectivement, et c'est un indicateur qu'on a suivi très très tôt parce que c'est en fait notre taux de churn en fait on le suit de près. En fait on mène beaucoup d'actions en fait pour l'améliorer sans cesse. Et ce qui est important en fait à Mediapart, c'est ce qui différencie sans doute Mediapart d'autres médias, c'est qu'on a une très large part de nos abonnés en prélèvement CEPA. Donc très vite en fait dans les tunnels on a branché la possibilité ce qui est le Graal un peu ça. Ce qui est le Graal et ce qui nous permet en fait d'avoir un portefeuille très solide. Pour le coup on a quand même des abonnés en CB et donc on a pas beaucoup d'actions, j'y reviendrai peut-être dans les techniques marketing qui sont pas révolutionnaires mais en tout cas qui sont très très bien en place ici parce qu'on a pas mal de triggers, on y reviendra peut-être après, mais en tout cas on travaille sans cesse en fait l'augmentation de cette part d'abonnés en prélèvement CEPA. Donc on met en place des incentives pour inciter les utilisateurs à choisir ce moyen de paiement-là. En ce moment, quel type on peut entrer dans le détail, justement, ça m'intéresse. Alors je rappelle, l'avantage d'un CEPA par rapport à une CB, c'est qu'une CB expire et qu'il y a un risque, il y a un pourcentage quand l'abonnement expire, quand la carte bleue expire, que la personne en profite
pour ne pas renouveler ou ne sait même pas ou ne renouvelle pas, alors que le CEPA, a priori, sauf si la personne change de compte, vous pouvez continuer de prélever. C'est pour ça que je disais que c'est un peu le Graal, etc. C'est ça. Et donc il y a un incitatif, parce que nous, par exemple, on a un coworking, on fait payer un peu moins cher pour ceux qui sont en prélèvement. C'est parce qu'on sait qu'il y a un vrai intérêt business. Il y a un incitatif, vous, à être en prélèvement CEPA ? Ouais, alors ça fait longtemps qu'il y a un incitatif et on le renouvelle. Alors au début, en fait, il y a quelques années, en fait, on proposait avec des partenariats, et notamment par exemple avec Universiné, proposer un mois offert sur Universiné si la personne choisissait ce moyen de paiement-là. Et puis progressivement, on a lâché ces partenariats au profit de des mois gratuits en fait. Donc aujourd'hui, quand on souscrit un abonnement à Mediapart, si on opte pour ce moyen de paiement, on a 3 mois gratuits. Ouais, ce qui est quand même très, très incitatif. C'est 25% de remise. Voilà, donc là, on va refaire des tests pour voir en fait si on peut réduire à 2 mois, si la période est la bonne. Et vous avez combien de pourcentage des abonnés qui sont en CEPA ou carte bleue ? Allez, ça, je vais le lâcher. Je vais quand même donner un chiffre. On a 65% de notre portefeuille en CEPA. D'accord, ce qui est vraiment bien par rapport... Ouais. Après, effectivement... non, mais c'est bien de le dire. Et je pense que ça a aussi un enseignement. Parce que quelque part, tous les médias doivent aussi un peu céder. Mais voilà, une des bonnes pratiques, c'est d'inciter au maximum les abonnés à se mettre en CEPA. Tu parlais un peu de la machine marketing. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, comment vous êtes équipé, vous êtes combien en marketing ? Parce que donc, gérer 200 000 abonnés, c'est vrai que souvent, je parlais pas de fantasme, mais Mediapart, on a l'impression que c'est petit, c'est une petite équipe. Or, vous êtes 140, quelque chose comme ça ? On est 139 équivalents temps plein à la fin de l'année 2022, en incluant tous les collaborateurs rémunérés à la pige. Voilà, donc en fait, on est en salariés permanents autour de 129, 130. Ouais, donc et plus de 200 000 abonnés, donc c'est pas, enfin c'est gros, donc c'est à mettre à côté des gros Le Monde, Figaro, etc. Donc j'imagine que t'es pas toute seule à gérer. Eh bien non. Et voilà, fort heureusement. C'est pas juste 2-3 un peu passionnés qui font ça, etc. Comment vous êtes organisé un peu au marketing ? Quels outils vous utilisez ? Alors, au marketing, on est désormais 8. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps, on n'était encore que 4. On a beaucoup grossi l'année dernière, en fait. On a recruté 4 personnes. La plus grosse part de l'équipe, c'est le pôle CRM, qui fait un travail d'orfèvre. Et c'est un peu, pareil, notre force, en fait, à Mediapart. Donc, 4 personnes sur le CRM pour gérer toute la base de données, qui est notre trésor de guerre. Hein. Ouais, bien sûr. Nos adresses ne sortent pas, ne sont pas monétisées, ne sont pas revendues, voilà. Donc, ouais, 4 personnes. Il y en a une plutôt sur la gestion de la base de données, l'envoi des emailing, des newsletters. Une autre personne plutôt sur tout ce qui est autopromo, puisque on a quelques espaces en fait publicitaires sur Mediapart, mais qui ne sont que des espaces d'autopromo. Pour des call to action, pour s'abonner. Ouais, c'est ça, pour valoriser tester. aussi des avantages abonnés, des temps forts de l'actualité, des grosses sorties. Et ça, en fait, donc je fais le lien aussi avec notre équipement. Donc tu nous demandais ce qu'on utilisait comme outil. Donc côté CRM, en fait, on utilise Selligent. Ouais. Et on utilise pas mal de modules en fait de Selligent. Et pour la gestion des autopromos, on utilise une brique pour rentrer dans les détails, mais je pense que ce sera quand même intéressant. Une brique qui s'appelle Site en fait et qui permet en fait de personnaliser ces espaces d'autopromo en fonction de plusieurs critères de la vie de l'abonné. Vous pouvez faire de la segmentation. Exactement. Vous pouvez, s'il est proche à X mois de la fin de son abonnement, tu peux lui envoyer un message personnalisé, etc. Enfin, personnalisé en tout cas au segment, quoi. Ouais. Donc ça, c'est sur le site. En revanche, sur l'application mobile, on est moins autonome. Donc, mais en tout cas, on a une personne côté pôle CRM qui s'occupe de tout le marketing de l'application. Donc des messages in-app, des push marketing. Pour ça, on est équipé de batch. Ouais. Voilà, et dont on est très satisfait. Ouais, de toute façon, tout le monde est. Voilà, c'est pas pour leur faire de la promo, mais en même temps, dans tous les sondages, je sais qu'il y a Sciences Po qui a une étude sur les stacks techniques des éditeurs qui avait été initiée par Pool et Batch sort. Tout le monde est content vraiment de Batch, donc on les salue pour le travail qu'ils font. Justement, tu dis que vous êtes moins autonome en termes de technique. Je sais pas qui peut répondre à ça, mais vous avez des devs en interne. Vous êtes pareil autonome.
vous sous-traitez? C'est quoi un peu la philosophie? Parce que souvent, alors il y a une question de moyens, évidemment, il faut pouvoir les payer, les devs, mais il y a aussi des fois une question de philosophie. Oui, alors je peux commencer, Cécile, bien peut-être sûr. que mes collègues compléteront. On a plutôt une philosophie de développement interne de nos outils depuis l'origine de Mediapart, en fait, notamment notre trésor de guerre, la base abonnée est un outil développé en interne. On a donc une équipe produit et technique qui est composée d'environ 25 personnes à l'heure actuelle. La plupart de nos développeurs sont en CDI. On encourage aussi ce type de travaux ensemble. On fait partie de la même équipe et d'autres journaux, on le sait, font travailler beaucoup de prestataires sur les outils et les projets techniques. Nous, on choisit quand on le peut, et on en discute avec eux régulièrement, de faire des CDI. C'est pour nous le contrat de travail qui nous va le mieux, et on espère que c'est aussi celui qui va le mieux à nos collaborateurs et nos collaboratrices. Et la philosophie de Mediapart, qui est celle de l'indépendance, c'est aussi l'indépendance technologique autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'on veut au maximum de nos possibilités, même si évidemment on n'est pas insensible à ce qui peut sortir sur le marché et qu'on s'outille aussi avec des choses de l'extérieur. Au maximum, on essaye de développer nos propres solutions de manière à avoir vraiment la main dessus et de manière à être vraiment indépendant. Ok, y compris sur l'application justement, parce que souvent c'est un peu plus compliqué, la partie développement mobile. Ça, vous le faites aussi en interne? Oui, on a une équipe entièrement dédiée à l'application mobile qui l'a refondue entièrement il y a 2 ou 3 ans, je dirais, et on a tout fait nous-mêmes, effectivement. Voilà. Ok. Je reviens un peu sur la machine marketing. J'aime bien ce terme en même temps, mais tu vois, en tout cas, c'est une espèce de machine, un truc un peu magique où tout tourne. Non, mais plus, si on prend un peu de hauteur, je sais qu'il y a quelque chose, par exemple, qui était un peu propre à Mediapart. Alors, peut-être c'est moi qui l'ai inventé, mais ce fait de pouvoir partager des articles, offrir des articles, il fallait mettre l'email, et donc ça vous permet, vous, d'embaser et de se dire, bah tiens, telle personne, si on lui envoie un article, a priori, c'est qu'il est intéressé. Donc pour moi, c'était un des types de Mediapart. Est-ce que il y a d'autres choses qui fonctionnent bien dans le recrutement d'abonnés? Ouais, alors effectivement, l'article offert, c'est une grosse source de génération de leads. Le parrainage, ça marche bien chez nous aussi. Donc on récupère des mois d'abonnement en fonction du nombre de filleuls qu'on peut avoir. Ouais, c'est ça. En fait, tout abonné a la possibilité de parrainer autant de filleuls qui le souhaitent, et donc de lui offrir un mois d'abonnement. Donc ça nous permet effectivement de générer des prospects, de les mettre en base, d'analyser leur activité, et puis après de les travailler pour les engager, les convertir, les retenir. Et est-ce que tu as des bonnes pratiques? Parce qu'il y a évidemment plein de choses. Vous n'avez pas de paywall dynamique. Si on s'abonne ou on ne s'abonne pas, c'est le principe. Vous avez quand même déjà testé des choses, ou des offres à 1 euro, ou des offres à 1 euro pour une semaine, je ne sais pas. Il y a des choses comme ça que vous avez testées, qui marchent, qui ne marchent pas, qu'on pourrait en tirer comme enseignement? Ouais, on n'a pas de paywall dynamique. Pour autant, on fait pas mal de tests en fait sur les paywalls, notamment avec cette brique de Celigen qui s'appelle Site, et qui nous permet sur certains articles de proposer un autre paywall. Pour voir si ça marche, quoi. Pour voir. Notre offre standard, en fait, c'est 1 euro pour 15 jours, puis 11 euros par mois. C'est notre offre du paywall classique, de base. Ça, on l'a beaucoup testé pour justement affiner la période d'introduction, et ça va faire l'objet de nouveaux tests pour vérifier en fait si cette période de 15 jours fonctionne toujours bien, et si elle peut pas être étendue par exemple à 1 mois ou réduite à 1 semaine. Et après, en fait, en fonction, par exemple pour la présidentielle l'année dernière, sur tous les articles politiques, on avait personnalisé le paywall de ces articles présidentiels pour pousser une offre dédiée. Et là, c'était 3 mois pour 9,90 €, puis 9,90 € par mois. Donc ouais, ça nous arrive assez souvent en fait, même à la volée en fait, dès qu'il y a un article dont on se dit que il a un pouvoir un peu de recrutement, un potentiel à faire venir pas mal d'abonnés. On essaie et alors parfois on met une seule offre sur cet article, et parfois on va splitter, segmenter et se dire un tiers du trafic va être confronté à cette offre, à telle autre et à telle autre. D'accord. Écoute, c'est intéressant. Il y a évidemment toujours plein de questions sur le marketing. Peut-être on y reviendra tout à l'heure justement un peu par rapport au format. On peut parler un peu alors peut-être pas de stratégie éditoriale, mais bien
bien comprendre, on quitte un peu le marketing pour revenir un peu sur le cœur un peu de ce que vous faites chez Mediapart, donc l'investigation, peut-être c'est Cécile qui peut répondre à ça. Comment vous êtes organisé sur l'unité investigation? Donc là, c'est vraiment en termes de ressources. Est-ce que c'est des gens... Alors, Renaud, c'est toi qui voulais peut-être répondre je peux. Là-dessus. Comment c'est organisé un peu au quotidien, cette cellule? Alors, c'est marrant, on ne parle pas trop de cellules ni d'unités. Nous, on parle, je sais pas, vous avez vraiment d'autres mots, d'autres sémantiques. Pour la partie rédaction, en fait, donc c'est à peu près 70 journalistes, si je ne dis pas de bêtises. Donc à peu près la moitié de l'effectif sont des... un peu plus, je pense, mais sont des journalistes. Donc on parle plutôt de pôles, en fait. Donc c'est organisé, il y a un pôle international, un pôle société, j'essaie d'oublier personne, un pôle économie sociale, pôle écologie, un pôle politique, un pôle culture idée, voilà, c'est un qui représente un peu l'arborescence assez classique en fait, assez classique, et l'arborescence du site. Et on a donc, dans tous ces pôles, chacun peut être amené à faire en fait de l'enquête sur ces sujets-là, mais la spécificité un peu de Mediapart depuis le départ, c'est aussi d'avoir un pôle qu'on appelle un pôle enquête, donc qui est composé d'une dizaine de personnes qui sont dédiées en fait aux enquêtes, mais au sens large. Donc ça va prendre de l'enquête politico-financière, des violences sexistes et sexuelles, les violences policières, tout ce qui est justice, tout ce qui est évasion fiscale. Donc en fait, chacun peut être amené à Mediapart à faire de l'enquête, mais pour autant on a cette spécificité du pôle enquête. Alors c'est quoi justement, parce que qu'est-ce que font les autres dans les pôles s'ils ne se font pas dans l'enquête? En fait, Mediapart, c'est un journal évidemment qui est connu comme journal d'investigation, mais c'est aussi un quotidien en fait d'information. Donc chacun dans les différents pôles que j'ai listés va être amené à traiter ces sujets, que ce soit l'éducation, que ce soit la discrimination. Parfois ce sera des enquêtes, parfois ce sera du reportage, parfois ce sera de l'analyse, parfois ce sera de l'interview. Mais on a cette spécificité d'avoir depuis le départ un pôle enquête qui, eux, leur travail, on va dire, c'est de sortir des infos sur tous ces sujets-là, qui sont un peu les enquêtes emblématiques en fait. De Mediapart. On peut penser aux grandes enquêtes type les grandes affaires, Kohler, on en a listé récemment, on a fait 6300 depuis le début. Dans le petit livret des 15 ans, effectivement, on voit par année le nombre d'affaires, je ne sais plus combien je crois qu'on est à 6300, donc soit à peu près une par jour en moyenne. Voilà. Donc 6300 contenu ou enquête contenu. Depuis la création de Mediapart. Enquête depuis 15 ans, ouais. Parce qu'en termes de contenu, c'est combien de contenu par jour, Mediapart? Je ne sais pas si vous avez cette info. Une quinzaine de contenus par jour. De contenus par jour. Donc ce qui n'est pas tant que ça non plus, mais en même temps, voilà, c'est pas du bâtonnage de dépêche. Vous n'avez pas une volonté de se dire je dois animer absolument ma home, etc. On a quand même une animation de la une, mais on n'est pas dans du flux. Vous n'êtes pas dans du flux, et vous n'êtes pas non plus sur un modèle économique freemium qui nécessite d'avoir une animation permanente, etc. Donc 15 contenus plutôt travaillés par jour et 6000 enquêtes en 15 ans. Ouais. Ça, c'est quand même des chiffres qui sont assez... qui sont impressionnants, et ça continue de se développer. Donc en préparant cet épisode, j'ai vu qu'il y avait une stratégie européenne. Alors j'ai vu un partage d'enquêtes, mise en commun de données pour des investigations, et vous publiez certains articles en espagnol ou en anglais. Alors ce sont des traductions d'articles, c'est des contenus originaux. En fait, tu pourras compléter Cécile, mais sur ce que tu parles de la stratégie européenne, en effet, c'est quelque chose qu'on a mis en place, ça commence à faire quelques années, avec un consortium d'investigation qui s'appelle l'European Investigative Collaboration. L'EIC, on peut le dire comme ça, c'est mieux. Qui regroupe une quinzaine de médias européens. Donc on a sorti pas mal de choses. Peut-être le plus connu, c'est les Football Leaks, il y a quelques années. Donc c'est de la mise en commun, souvent pour traiter en fait des leaks, qui sont des bases de données énormes, bases de données avec donc à la fois avec les équipes très internationales, à la fois avec des équipes de développeurs de chez nous, ou du Spiegel ou d'autres médias. Ils ont créé en fait des logiciels qui permettent en fait de traiter ces données, de pouvoir rechercher dedans et de pouvoir ensuite sortir de toute cette masse les informations qui comptent. Et peut-être Cécile, sur l'anglais et l'espagnol, je te laisse peut-être. Est-ce que c'est un axe de développement? On sait que Le Monde, par exemple, a sorti une offre en anglais. Je sais plus combien d'articles j'avais, mais je crois que c'était une trentaine d'articles par jour. Oui, alors on n'est pas tout à fait sur la même stratégie que Le Monde. Parce que eux, mais j'ai l'impression que c'était
conquête de nouveaux marchés, on atteint une espèce de plafond de verre ou vrai plafond, mais si on veut continuer de se développer, ce qui rejoint un peu les questions de tout à l'heure d'objectifs de croissance, est-ce que jusqu'à où on peut aller? Vous, c'est cette stratégie, c'est autre chose? Non, alors c'est pas la même stratégie. Effectivement, Le Monde a expliqué qu'ils investissaient beaucoup pour conquérir des nouveaux publics à l'étranger via une version en anglais. Nous, c'est plutôt historique d'avoir traduit des contenus de Mediapart en anglais et en espagnol. Alors déjà, c'est du travail humain. Ce ne sont pas des machines qui traduisent nos articles. On a des collaborateurs réguliers, notamment, qui traduisent en anglais certains de nos papiers, donc c'est environ 4 ou 5 par semaine, mais ils les traduisent, mais ils les éditorialisent aussi. Donc il y a un vrai travail là-dessus, mais on est sur une audience qui est assez limitée. On n'est pas du tout sur une stratégie de développement à ce stade, en tout cas là-dessus. Et les traductions en espagnol, c'est issu d'un partenariat ancien avec le journal Info Libre, d'échange de contenu, sur lequel on n'est pas non plus, on est plutôt sur... on continue de faire vivre des partenariats existants depuis longtemps, mais on ne mise pas à ce stade, peut-être que l'avenir nous dira l'inverse, mais à ce stade, on ne mise pas sur une stratégie internationale pour développer notre audience et nos abonnements. Donc là, pardon Renaud, vas-y, complète. Non, c'était juste pour préciser sur l'anglais, on est aussi sur une stratégie de visibilisation de certaines enquêtes qui, pour nous, peuvent avoir un écho international. Par exemple, on avait sorti sur les Rafale Papers, qui était un scandale de corruption en Inde c'est Dassault, si je dis pas de bêtises. C'est Dassault, Rafale. Voilà, et en fait, voilà, donc on s'était tout de suite dit, on va le traduire dans le même temps qu'on le publie en français, on le publie en anglais. Et donc ça a eu un retentissement pour mettre à disposition des journalistes, notamment indiens, en fait, qui s'en sont saisis tout de suite, et ça a fait ça a fait beaucoup de bruit en Inde, alors qu'en France, c'était pas tant que ça, mais en Inde, c'était partout, sur tous les médias. Ouais, donc c'est une façon en fait, de leur donner aussi accès à de l'information. Et là, pour le coup, il y a absolument zéro contrepartie financière ou quoi que ce soit. Ça ne rapporte absolument pas d'abonnés, pas de trafic sur le site. C'est juste vraiment, on a fait un bon contenu et on le met à disposition pour qu'ils vivent le maximum. C'est ça, c'est une information d'intérêt public, donc autant qu'elle soit aussi disponible pour les... Voilà, c'était en Inde, donc pour les citoyens indiens aussi, qui puissent avoir connaissance de ce sujet-là. Ok, donc le bilan, effectivement, et je le comprends par rapport au Le Monde qui a le potentiel de devenir une marque internationale comme le New York Times, etc. Mediapart, a priori, là, c'est plus partager des bons papiers, des bons contenus, faire des collaborations, mais il n'y a pas une volonté d'étendre sur d'autres territoires la marque Mediapart. Non, à ce stade, Mediapart pourrait peut-être devenir une marque internationale aussi si le journal en faisait le choix. Pour l'instant, on se concentre plutôt quand même sur le marché français. On pense qu'on a encore des territoires à conquérir auprès du lectorat français et francophone. Et pour l'instant, effectivement, c'est pas dans notre stratégie de développement de miser sur l'international. Et les vidéos, j'ai vu que vous étiez lancé aussi beaucoup dans la production de vidéos. Est-ce que c'est pareil, c'est une autre manière d'aller chercher d'autres publics qui ne lisent pas ou lisent moins ou peuvent vous trouver sur d'autres réseaux, même si vous n'êtes pas des fans des autres plateformes, vous y êtes quand même et vous les utilisez bien pour la distribution de vos contenus en tout cas, même s'il n'y a pas de partenariat? Ouais, tout à fait. Effectivement, on a une offre vidéo qui s'étoffe de plus en plus. On a lancé notamment une émission vidéo qui s'appelle À l'air libre, qui a vu le jour en fait le lendemain de la pandémie, du début de la pandémie, dans quelques cuisines, avec quelques caméras, les moyens du bord, et puis progressivement en fait ça s'est vraiment installé en fait, et on avait la volonté de conquérir en tout cas un public plus large et de rendre l'information encore plus accessible. Donc l'idée c'était de toute façon d'avoir un format très accessible, très court, qui mettait en valeur nos enquêtes, qui résumait en fait nos papiers, et c'était une première porte d'entrée via un contenu très accessible vers Mediapart. Et ça marche, ça convertit? Vous suivez, vous traquez? Là, alors, c'est un peu marketing, mais ouais. Parce que c'est des contenus, tu dis, plus accessibles, ils sont distribués sur Insta, TikTok, Twitch, YouTube ou...
Où est-ce qu'ils sont diffusés ces contenus-là ? Ces contenus sont diffusés premièrement sur le site. Donc plutôt pour les abonnés. Voilà, mais on les diffuse aussi sur YouTube. On a quand même une chaîne qui a beaucoup grossi, on ne doit pas être loin de 600 ou 700 000 abonnés sur YouTube. Ils étaient aussi sur Facebook, ils sont pour partie sur Instagram. TikTok, on n'y est pas encore, mais on verra. Mais voilà, ils sont un peu. L'idée, c'était de diffuser aussi largement parce que comme disait Julie, c'était du contenu qui servait aussi à la fois à apporter des sujets dans le débat public, mais aussi à valoriser en fait tout ce qu'il peut y avoir sur Mediapart. Donc c'était des portes d'entrée après sur la conversion. C'est toujours difficile, je sais, c'est pas une question piège, mais à la fois on se dit ça permet de développer la notoriété, la marque. Après, c'est dur de mesurer l'impact, j'en ai bien conscience. Ouais, c'est très difficile de mesurer l'impact de ces contenus gratuits. Quand on dit qu'il est diffusé sur Mediapart, en fait, c'est gratuit en fait sur Mediapart, c'est un contenu gratuit. Voilà, donc c'est vraiment une porte d'entrée effectivement sur les plateformes, mais aussi sur notre site. On mesure davantage en fait le pouvoir de rétention. Alors bizarrement, alors que ce sont des contenus gratuits, mais en tout cas la vidéo aide à retenir, à fidéliser notre lectorat. Sur le pouvoir de conversion, on a vraiment du mal en fait à mesurer l'impact, mais c'est un peu partagé. Effectivement, c'est compliqué en fait même de monétiser ces contenus vidéo. Et audio. Enfin, je pense que tout le monde se heurte en fait à la même problématique de monétisation des contenus audiovisuels au sens large. Ah bah surtout quand tu veux pas de pub. Surtout, ouais. Ça n'aide pas la monétisation, non, ça c'est sûr. Non, donc on a testé d'autres formes de monétisation. Par exemple, on a testé le don sur certains contenus vidéo. L'année dernière, on a sorti un documentaire qui a eu d'abord une vie en salle, donc Media Crash, qui a tué le débat public sur justement la mainmise de quelques milliardaires sur les principaux groupes de médias français. Et donc, après sa sortie salle, donc il y a eu pas loin de 200 séances débats qui ont été organisées à travers toute la France. Par vous ? Ouais. Avec notre distributeur Jour de Fête et une autre boîte qui s'appelle La Grande Distribution. Donc on a trouvé un public très divers, super jeune. On était assez surpris en fait de voir le public en salle sur cette question-là qui pourrait être perçue comme une question un peu pointue. Et qui ne correspondait pas à ton persona de votre abonné type chez Mediapart que vous devez connaître a priori. Je ne sais pas si vous leur demandez beaucoup de data d'ailleurs à vos abonnés. Alors du coup je fais un... Ouais, désolé, je te fais partir sur une autre question, mais on y reviendra sur la fin de ces débats avec un personnel plus jeune. Sur les datas. Non, effectivement, on ne demande pas beaucoup de data à nos abonnés. En fait, pour s'abonner à Mediapart, il suffit de lâcher un mail et puis tout de suite on paye. Et ensuite, en fait, après le paiement, on a la possibilité de compléter un profil avec nom, prénom, âge. Et on gagne un mois d'abonnement si on le fait ? Non, même pas. Donc, c'est vraiment parce qu'on vous aime bien, on a envie de donner plus de données. Non, mais c'est pour préciser que c'est une étape facultative et que de toute façon, pour lire une information, et comme l'idée d'ailleurs, c'était dans le cadre de la refonte des tunnels d'abonnement, on a voulu vraiment raccourcir au maximum les étapes avant le paiement. Saisie d'un mail suffit. Et choix du moyen de paiement et on est abonné. D'accord. Et c'est pas juste une question d'expérience utilisateur simple pour pas perdre de monde en route. C'est aussi vous voulez pas demander de données parce que c'est de la philosophie, parce que c'est avant tout pour effectivement faciliter la conversion, la prise d'abonnement, surtout sur les formats mobiles. Enfin, on sait que ça va vite, on est en mobilité et donc moins d'étapes, moins de friction. Vraiment travailler l'expérience utilisateur des tunnels. Et après, on aurait pu rendre de toute façon obligatoire quand même, ou alors avoir différentes actions un peu plus poussives pour recueillir de la donnée sur les utilisateurs abonnés. Effectivement, c'est un choix. Malgré tout, les taux de complétion sont très bons. On a 60% de complétion de profil. Donc, effectivement, on a quelques informations notamment sur l'âge. Mais on n'en a pas beaucoup, en fait. Le recueil de la donnée et du coup, du profilage des utilisateurs, il va plus se passer lors de travail sur une question en particulier. Là, on va en profiter pour recueillir de la donnée, mais ça va plutôt être des questions d'usage, en fait, que
des catégories comportemental, socio-professionnelles. etc. Voilà. Sur ce On va qu'ils plutôt aiment. travailler du comportemental que... Et donc, c'est quoi l'âge moyen de personnelles. l'abonné Mediapart? Alors, on a une très grosse partie de nos abonnés, enfin une grosse majorité qui a moins de 45 ans. Et après, on arrive en fait à, c'est ce que je disais ce matin en conférence de presse, on a un profil assez, un lectorat assez pluriel, justement au gré des révélations, des grosses sorties, de ce qui fait l'actualité. On arrive à capter des lecteurs assez variés. Qui viennent pour une affaire. Et qui viennent pour une affaire. Et alors, après, certains s'en vont. Je faisais référence, par exemple, à l'affaire Léo Grasset, qu'on a sortie en juin dernier, en tout cas pour le premier volet, et qui a ramené des milliers de jeunes, pour le coup, qui venaient essentiellement de YouTube et des réseaux. Et donc, on a gardé une très large partie. Donc, c'est un moyen, en fait, effectivement, eux, ils voulaient juste lire l'enquête. Et après, on a réussi à les fidéliser pour une grosse Ça, c'est part. intéressant. Ouais. C'est vraiment en fonction de l'affaire. Tu peux avoir une typologie d'abonnés qui arrivent et comment est-ce que tu peux derrière t'adresser à eux spécifiquement pour les faire rester et qu'ils ne churnent pas quand ils découvrent. Il y a des belles questions en tout cas là-dessus. Ouais. Je ne sais pas si c'est simple. Après, en fait, on crée des segments sur les personnes qui arrivent à l'occasion d'une affaire et dont on est capable d'identifier plutôt le comportement. Et en fonction de ce comportement, on va plutôt leur pousser, si on détecte en fait une fréquence de lecture, une thématique de fréquentation particulière, on va pouvoir après réorienter nos actions marketing pour les fidéliser. Y compris le type de contenu que vous poussez sur le site. Non, il n'y a pas de personnalisation. Non. En fonction des segments. En tout cas, il n'y en a pas pour l'instant. On avait commencé en fait à faire de la personnalisation de nos newsletters avec une autre brique de Celigion qui s'appelle Cortex. Donc, on avait fait un peu d'intelligence artificielle. On a débranché tout ça parce que suite aux nouvelles règles RGPD en avril 2021, on n'a pas pu garder en fait toutes ces actions-là. Mais on avait effectivement personnalisé une partie de nos newsletters pour pousser les contenus les plus lus à une partie de à certains segments. À certains segments, oui. Je reviens donc forcément tout à l'heure en arrière sur donc vous faites ces séances et donc c'est plutôt des jeunes qui viennent voir ce film donc docu, ça les intéresse, ils connaissent pas Mediapart a priori? Ils nous suivent sur les réseaux. Ils sont pas abonnés. Et ça rejoint en fait le travail sur le temps long à faire sur ces jeunes, qui est un vrai investissement en fait. Et du coup, ça rejoint aussi la question de la difficulté en fait à mesurer l'impact de nos actions. Mais on se dit en fait que c'est tout le travail de notoriété, d'élargissement du public qui peut être long à convertir. N'empêche qu'on doit mener ce travail de pédagogie, d'acculturation, à l'information, à l'investigation. Il y a tout un travail pédagogique à faire en fait auprès de ces jeunes qui suivent l'information. En tout cas, ils étaient très nombreux, ils avaient beaucoup de questions, les débats étaient très animés, parfois ça débordait de ces séances. Et pour faire le lien en fait avec le financement et la monétisation des contenus vidéo, c'est pour ça que je parlais de Mediacrash tout à l'heure. À l'issue en fait de ces séances débat, on a récupéré le film qu'on a pu servir sur le site et l'application de Mediapart. Et donc, il était derrière le paywall. Mais même pour nos abonnés, en fait, on a testé le don. Mode soutenez-nous a posteriori, pour faire vivre encore plus le film, la communication. Pour faire vivre le film et nous aider à produire d'autres contenus vidéo, puisque ce type de contenu coûte très cher en fait à produire. Et comme on avait vu un peu l'appétence de notre lectorat et d'un lectorat plus lointain, non abonné pour ce type de format, on a testé ça et ça a répondu présent. En fait, on a réussi à lever pas mal d'argent en fait, pour le financement d'autres projets audiovisuels. Donc c'est plutôt... De toute façon, on ne viendra pas perturber notre modèle qui reste celui de l'abonnement en priorité. On ne va pas mettre en péril ce modèle-là qui est hyper sain pour pousser le don. Mais sur des projets très spécifiques, en fait, on se dit que ça peut être vraiment intéressant, en fait, notamment pour les projets audiovisuels ou alors les projets de diversification
diversification en fait. On n'en a pas parlé, mais en fait on a noué pas mal de partenariats pour décliner en fait certaines enquêtes en bande dessinée ou dans des livres. Je sais pas si on y reviendra, mais tu le dis là, on peut. Voilà, en tout cas, on mettra des liens. Ouais, donc certaines enquêtes vous les faites vivre sur différents supports, dont la BD. C'est ça. Ouais. On a fait un partenariat avec la revue dessinée déjà depuis 3 ans, je crois. On a sorti une première revue qui s'appelle sur les violences policières qui a vraiment cartonné en fait en librairie et dans les relais et puis l'année dernière on a fait 3 autres éditions. Cette année on en fait encore 2 autres sur Amazon, sur les enquêtes de Mediapart en bande dessinée. Ça permet aussi de toucher un public plus divers en fait et de faire rayonner nos enquêtes qui sont parfois un peu costaud. On a un contenu qui est très exigeant, qui est parfois long, qui est parfois feuilletonné. Voilà, c'est pas forcément évident de rentrer en fait sur Mediapart donc c'est une porte d'entrée. C'est une manière de vulgariser aussi nos contenus. Et puis les rendre parfois un peu plus ludiques. Oui, voilà. Parce que ça peut être effectivement... Mais donc là, c'est bien, ça fait une belle transition un peu vers le côté un peu enquête et investigation. Comment c'est quoi la vie un peu d'une enquête ici que vous savez quand il y a une... Alors je dis une enquête, c'est parce que c'est un peu votre format signature, les grosses affaires. C'est quoi la stratégie marketing qu'on peut y mettre derrière? On sait qu'elle va sortir, que ça va faire du bruit, etc. Alors là, je suis moins sur le fond, parce que le fond, c'est Mediapart, etc. Mais là, c'est plus moi le côté, le pendant marketing. Comment on se prépare quand il y a une enquête? Comment on la fait vivre, etc. Alors, il y a plein de questions. Je ne sais pas qui veut répondre là-dessus. Je peux commencer déjà par dire que déjà, il n'y a pas de recette miracle. C'est-à-dire que des fois, on pense... Sur 6000 enquêtes, non, il n'y a pas de recette miracle. Non, parce que parfois, il y a des enquêtes, on pense que ça va faire du bruit, ça n'en fait pas. Il y en a où... Ça doit être des déceptions parfois. Quand tu penses qu'une enquête va faire du bruit et qu'il y a eu du travail de plusieurs mois, j'imagine que ça doit être un peu dur. Oui, c'est ça. Puis après, des fois, il y en a d'autres qu'on ne voit pas venir et qui font du bruit. Mais bon, globalement, quand on pense que ça fait du bruit, on a plein de moyens à mettre à disposition. Donc, je laisserai Julie préciser sur le marketing, mais côté com, en tout cas, on a tous des formats qu'on peut préparer pour les réseaux. Donc nos réseaux, nous on a quand même des gros réseaux donc qui permettent aussi d'être assez présents, plus vous les teasez un peu, vous annoncez en... Oui, il y en a amont. Il y en a qu'on peut teaser, il y en a qu'on peut pas teaser, mais donc on peut faire des teasers. On développe pour suivre sur les vidéos aussi de plus en plus de formats teaser vidéo ou facecam vidéo, soit qui vont teaser l'enquête, soit qui vont la résumer, la ramasser, ou après publication, s'il y a des rebondissements, reprendre le chose ou riposter si jamais il y a des personnes mises en cause ou des entreprises mises en cause qui répliquent médiatiquement. Donc on peut avoir tout ça. On peut aussi faire des stratégies un peu classiques de partenariat avec d'autres médias pour s'assurer des reprises en fonction des sujets, ou avec des nouveaux, je sais pas si des nouveaux médias. En tout cas, on a par exemple sur un deuxième volet de Léo Gracier, on avait contacté en amont Hugo Décrypte en fait pour lui proposer si on allait sortir ça, si vous voulez en faire un sujet sur sa chaîne, ce qu'il a fait. Donc en fait, il y a plein de briques possibles. On les active en fonction du sujet. Parfois c'est en amont, parfois c'est au moment de la publication, parfois c'est après quand il y a des rebondissements. Ça peut être aussi faire vivre après, comme disait Julie, donc ça c'est plutôt a posteriori via d'autres formats, des BD, des podcasts ou d'autres choses, ou même ce qu'on a essayé l'an dernier quand on avait sorti l'affaire autour du maire de Saint-Étienne et du chantage à la sextape. La sextape, ouais. On avait fini par organiser un événement en fait dans un cinéma là-bas. Donc on leur avait proposé Media Crash d'abord et puis après une soirée débat en fait où on avait 400 personnes avec les journalistes de chez nous qui avaient suivi l'enquête, des journalistes de la presse locale. Et c'était vraiment un échange à bâton rompu avec le public. Et les gens qui nous disaient merci parce qu'en fait, c'était la première fois qu'on leur donnait la parole là-bas sur ce sujet. Donc ça, c'est aussi un autre type de déclinaison, en fait. C'est-à-dire aussi d'aller sur place quand c'est local ou même ça peut être ailleurs. Et de revenir là-dessus, expliquer comment ça se fait. Et voilà, donc ça, il y a toutes ces choses-là qui sont possibles côté com, en tout cas. Et vous êtes capable alors j'imagine la réponse, mais de quantifier... quand il y a une bonne enquête, combien d'abonnements vous pouvez prendre, etc. Il y a des anticipations là-dessus. Alors, je ne sais pas des paris que vous faites, mais en tout cas, j'imagine que vous devez vous attendre quand même forcément. Il y a des pics de trafic. Vous anticipez ça au niveau marketing ?
Oui, alors je ne sais pas si on est très bon en Paris finalement. Ce que disait Renaud, la difficulté parfois, j'imagine. Bon, après, il y a quand même des grands trucs. Vous savez, quand vous sortez une grande enquête. Alors on le fait, c'est vrai qu'il y a un truc très spécifique à Mediapart qui fait que tout le monde se met en ordre de bataille pour relayer. Alors on parle des enquêtes depuis tout à l'heure, mais en fait pour tous les papiers finalement. Et après, oui, on sent un peu le potentiel, ce qui peut faire vibrer le lectorat et puis ce qui peut générer aussi des reprises. Mais encore une fois, c'est pas forcément le cas. Et donc il y a un moment très fort à Mediapart qui fait sans doute la qualité, en fait la réussite, c'est la conférence de rédaction. La conférence de rédaction tous les matins en fait est ouverte à tout le monde. Quand tu dis tout le monde, c'est au public. Je passe. Ah non, pas au public, pardon. Donc aux opérationnels, donc pas forcément aux journalistes. Tous les collaborateurs de la société. Tous les collaborateurs de la société sont invités à assister et à participer à cette conférence de rédaction. Et sont plus qu'invités même. C'est-à-dire que encouragés à venir. Vraiment encouragés à venir parce que c'est le moment en fait où on fait communion, où en fait on s'échange des informations et où chacun en fait dans chacun des pôles, on va se saisir de ce qui va. Et on va ça mesurer. permet de se synchroniser, de savoir quels vont être les temps forts de la journée et de relier tout le travail édito à tout le reste. Ouais. Oui, c'est là où vous êtes vraiment effectivement ensemble et avec un but commun. Voilà. Et donc on entend tous la même chose au même moment et après on se réunit, on se fait des petits groupes, des petits ateliers pour savoir comment on va faire rayonner, comment on va promouvoir parce que finalement les services opérationnels, que ce soit la com, le marketing, le service abonné qui est internalisé, c'est important de le préciser. En tout cas à Mediapart on a un service de la relation abonnée qui est interne. Le service produit, le service technique, le service gestion, en fait tout le monde entend la même chose au même moment et est capable en fait de promouvoir ces contenus. C'est un peu le but de tous les services opérationnels. On est là pour porter le contenu au service et faire du en contenu, sorte de le faire briller, de le faire d'avoir le plus de diffusion possible. Ouais, au service de l'intérêt public. Toujours, évidemment. Mais il faut le lâcher. Ça doit être intéressant. Vous les filmez ces conférences de rédaction. Elles pourraient pas être ouvertes. Alors ça va être une transition super sur le club d'abonnés. C'est un des grands volets de Mediapart qu'on n'a pas encore évoqué. Vous pourriez l'ouvrir, cette conférence de rédaction, aux abonnés, à certains abonnés. C'est des choses qui se font dans pas mal de médias. Je pense à Tortoise en Angleterre, 10 correspondantes qui s'étaient lancées aux Pays-Bas, où vraiment il y avait cette espèce de volonté de faire participer les lecteurs et abonnés. Vous vous êtes déjà posé la question ? Ouais, on s'est déjà posé la question. Je pense qu'on n'a pas tous, que ce soit nous, que ce soit à la rédac, tous la même opinion sur ce sujet-là. Après, moi, c'est vrai que je me pose toujours la question de à quel moment c'est vraiment une vraie conf de rédaction à partir du moment où on sait qu'on a du public qui est là. Il y a peut-être des choses qu'on ne va pas dire, peut-être des choses. Enfin, c'est souvent le truc, j'imagine, moi, comme ça, où attention, ce lundi, il y a des. Oui, il y a donc c'est public. plus un spectacle qu'on fait. Ouais, et puis. Moi, je sais que côté rédac, il y a aussi certaines personnes qui pensent qu'on est participatif sur plein de choses, mais c'est pas le public qui va faire le journal, en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a plein d'hésitations, il y a plein de questionnements. On l'a déjà fait, on le fait avec des classes, on le fait dans des cadres comme ça, on le fait parfois avec quelques abonnés. Mais je sais qu'il y a des envies aussi de le faire plus régulièrement, de les ouvrir, mais je pense que ça pose plein de questions en fait. Mais je ne sais pas si j'ai la réponse, si on va le faire ou pas. En tout ça cas, pose plein de questions en tout cas. Ouais, ça pose plein de questions. Et donc, on parlait de communauté, donc il y a ce club. Ouais, non, je voulais rebondir sur l'ouverture des conférences de rédaction. Ouais. Par contre, on ouvre au public des moments privilégiés d'échange avec la rédaction et avec tous les services de l'entreprise. On avait avant une émission mensuelle qui s'appelait Les Rendez-vous de Mediapart, qui a été déclinée là et qui s'appelle maintenant Abonnez-vous sur Twitch. C'est bien, c'est direct comme message. On s'est dit que c'était plus clair en fait. Voilà, c'est très clair. Non, puis c'est un petit gimmick. C'est vrai qu'Edoui répète à l'envi le abonnez-vous. Donc voilà, pour nous c'était important de nommer cette émission comme ça. Et c'est l'occasion en fait. Donc c'est une émission ouverte, gratuite, tous les lundis soirs. Enfin un lundi soir sur 2 à 19h. Non, tous les lundis. Bon. Et donc c'est l'occasion pour les abonnés et non abonnés d'échanger à bâton rompu avec des journalistes et des non-journalistes pour savoir un peu comment on travaille. Ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, voilà, ouvrir un peu les... En mode coulisses, les vraiment coulisses, en mode discussion, échange direct sur le métier, sur les questions-réponses, sur ce qu'ils aiment lire. Enfin, c'est vraiment
Comme on est sur Twitch, en fait, on est un peu plus aussi sur un mode d'échange qui correspond. Donc c'est vraiment de la proximité pour le coup avec les gens qui passent. Il n'y a pas eu là-dessus, encore de documentaire un peu sur les coulisses, comment sont fabriquées les enquêtes, etc. Parce qu'il y avait eu ce documentaire service public sur les matinaliers de France Info. Si, il y a eu en 2010. Alors, il est sorti en 2018, mais en 2017, il y a une documentariste qui avait suivi la campagne présidentielle de Chez 2017. vous, Puis de Mediapart, donc c'était aussi l'affaire Fillon. Donc, ça manquait pas de sujet. Après, il n'avait pas beaucoup de financement, donc ça a été diffusé un peu au cinéma, mais de façon assez. C'est le problème, assez réduit, un peu c'est en pas des VOD. blockbusters, malheureusement. Ce genre on a quelques DVD, mais. Non, après sur les coulisses, on peut citer quand même notre newsletter hebdomadaire, la lettre enquête, qui justement révèle les coulisses de la production de ces enquêtes, avec ces moments de doute, est-ce qu'on publie pas, qu'est-ce qu'on peut publier, qu'est-ce qu'on peut pas publier, quelles questions traversent la rédaction en fait au moment de la publication du travail sur une enquête. Donc on a lancé ça il y a un peu plus d'1 an, à destination des abonnés, des non-abonnés. D'accord, on peut aussi y avoir en tant que non-abonné. Ouais. Parce qu'il y a une dizaine de newsletters, je crois, chez Mediapart. Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y en a une quinzaine même. Une quinzaine. Et elles sont réservées aux abonnés, généralement. Là, ce que je aimerais bien, c'est qu'on parle un peu justement de cette base d'abonnés qui fait que grandir. Comment vous la faites vivre, cette communauté d'abonnés? Alors, il y a le club. Il faut peut-être expliquer que le club, notamment, est-ce que tous les abonnés peuvent écrire, participer ou écrire un papier dans cette... avoir une tribune. Alors le club, c'est vraiment l'espace de libre expression de nos abonnés. Donc, et ça, c'est vraiment depuis le début, ça fait partie de la philosophie de Média participatif. Média participatif, c'était un peu, on parle souvent des deux jambes de Mediapart, donc il y avait le journal et le club. Pourquoi ? Parce que c'était aussi, je pense, pour les fondateurs et les journalistes qui étaient là au début, c'était vraiment se dire, voilà, le numérique permet aussi de descendre de l'estrade, quoi. Je me souviens de François Bonnet, qui est un des cofondateurs, qui disait, voilà, il était au Monde pendant des années, et s'il voyait de temps en temps passer un courrier des lecteurs, c'était déjà bien, alors que là, c'était vraiment d'être à portée de lecture, à portée de baffe, comme disent d'autres, des lecteurs qui peuvent critiquer, qui peuvent aller contester, aller débattre, faire des billets de blog. Donc voilà, c'était aussi cette idée-là d'être vraiment dans le participatif. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je pense, de petit à petit, tous les autres grands médias ont fermé, que ce soit les blogs, que ce soit les commentaires, alors que nous, on est vraiment sur cette défense-là. Tu sens, là, on est en 2023, que les médias ont envie d'y retourner. Il y a des solutions technologiques qui apparaissent, il y a un peu des meilleurs outils de modération, mais c'est compliqué. Effectivement, ils ont tous, à un moment donné, fermé ça. Vous l'avez toujours gardé. On l'a toujours gardé, et puis c'est encore une fois, c'est des métiers internalisés. Il y a trois journalistes qui sont en charge spécifiquement de l'animation et de la modération du club, des billets de blog, etc. Et on a deux personnes qui sont en charge, pareil, en interne, de la modération des commentaires sur le site et sur le... 2 personnes à temps plein pour la modération des commentaires. Et 3 sur l'animation du club. Ouais. Donc c'est aussi des ressources, mais voilà, nous, comme on y croit vraiment, on pense que c'est pas des choses qu'on peut automatiser ou externaliser. Et c'est vrai que c'est un contenu qui est en accès libre, c'est un contenu qui complète, c'est un contenu qui permet aussi d'animer la communauté via des appels à témoignages, donc de nourrir aussi des articles, de nourrir des... D'accord, oui, donc c'est pas des espaces reportages. étanches, la rédaction regarde ce qui se passe aussi dans le club. Il y a des, tout à fait, il y a des ponts qui sont faits. Il y a des plumes qui sont sorties du club, des gens qui sont vraiment réputés. Moi, j'ai retrouvé dans un vieux, très très vieux, dans les archives de Mediapart, à un moment, on faisait un truc papier en hebdo, et on voit un témoignage d'un blogueur Mediapart qui est étudiant en sciences politiques et qui s'appelle Fabien Escalona, et aujourd'hui il est journaliste au pôle politique de Mediapart, donc il a émergé via le blog. Tu peux émerger via le blog, donc c'est pas totalement étanche. Et donc une personne qui anime cette communauté. 3. Il y a de la modération, mais l'animation de la communauté, non, c'est 3 autres personnes. Ouais, il y a 3 personnes qui s'occupent de l'animation de cette communauté sur le club, donc c'est 3 journalistes qui sont en charge de lire tout ça, d'aller chercher des contributeurs, de valoriser. Je crois qu'on doit avoir en moyenne une centaine de contributions sur le club par jour, donc forcément pas tout égal. Mais voilà, eux, ils ont en charge sur notre home, on a une colonne de droite qu'on appelle qui est cette sélection du club qui peuvent thématiser. Donc tout ce qui est là, en fait, c'est remonté à la main, c'est une sélection. Et si on peut écrire sur tout et n'importe quoi,
Oui, dans la limite de la charte de participation. D'accord, et de la loi, c'est ça. etc. Tout est modéré a posteriori. Que ce soit... Alors, je suis désolé, je suis pas allé tout lire, mais c'est intéressant. Il y a la moitié des choses parce qu'on peut se dire, bon, si on donne la parole à tout le monde sur n'importe quel sujet, j'ai l'impression qu'en 2023, tout le monde peut pense être expert en plein de choses et peut avoir envie d'écrire. Oui, tout le monde peut avoir envie d'écrire. Après, tout n'est pas forcément intéressant, mais comme je te disais, je pense que tous les jours, il y a entre la colonne de droite sur la home, où il doit y avoir entre 15 et 20 contributions qui, pour ces journalistes-là qui font l'animation, méritent d'être valorisées. Qui sortent un peu du lot, qui sont intéressants. Plus le reste qui est chronologique. Oui, plus même une du club qui a encore un autre espace plus thématisé chaque jour, qui contient aussi, je crois, entre 5 et 10 articles, billets de blog. Donc, non, il y a vraiment, évidemment, il y a de tout, mais c'est comme sur Internet, il y a de tout. Donc, leur travail, c'est de valoriser, d'aller chercher. Il peut y avoir des tribunes, il peut y avoir même des tribunes contre Mediapart. J'ai vu, j'en ai vu une qui s'adressait à Louis Plenel, qui expliquait pourquoi elle laisse des abonnés, etc. Après une prise de position. Il y en a beaucoup. C'est intéressant, ça, mais qui continuent à le dire. C'est démocratique, quoi. Tout le monde peut donner. La radicalité démocratique. Exactement. C'est intéressant. Après, dans la valorisation des retours abonnés, on peut citer aussi le travail très précieux du service abonné, dont je parlais tout à l'heure, donc du service d'une quinzaine de personnes qui se situe à Poitiers, qui est chargé de recueillir en fait toutes les demandes d'abonnés. Donc évidemment, la relation avec les abonnés. Ouais, dans le lot, il y a évidemment des questions sur de la connexion, la résolution, etc. Niveau 1 technique. Et puis il y a aussi 3 personnes en charge d'éplucher tous les témoignages, tous les retours et ce qui peut en fait produire ensuite des articles, des enquêtes. Qui ne sont donc pas publiés dans le club, mais qui sont envoyés directement au service abonné. Qui sont envoyés directement au service abonné. Contact@mediapart.fr. Exactement, voilà, tout à fait. Merci pour la promo. Et donc ces personnes en fait au service abonné sont ensuite en contact avec les journalistes de chaque pôle pour voir si ça peut faire écho à un sujet, si ça peut même en faire un sujet en fait, alimenter un papier en cours. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'il y a 20% des articles produits aujourd'hui qui sont alimentés en fait par ces retours au service abonné. D'accord. Et quand tu dis des retours, c'est quoi ? C'est des pistons, tiens, il se passe ça, vous devriez regarder, ça nous paraît bizarre, vous avez passé par ou alors des expériences personnelles aussi. Hein. D'accord. Encore une fois, il n'y a pas que de l'investigation, il n'y a pas que des enquêtes, etc. Non, alors il y a des sources, effectivement, parmi nos lecteurs, abonnés ou non. Et puis après, il y a des expériences perso. Quoi. D'ailleurs, en parlant des sources, il y a un process si je suis une source et que je connais personne chez Mediapart et que j'ai un truc explosif. Il y a un truc, une adresse spéciale ou juste je renvoie un mail à contact. Il y a un mail contact, il y a un mail enquête, je crois aussi qu'on met à la fin des enquêtes. Et on a aussi une plateforme. Comme ça a changé il y a pas longtemps, je préfère il y a une plateforme qui existe, je sais plus si c'est en anglais, mais voilà, qui permet un peu l'anonymat total, qui permet d'envoyer des infos, plateforme anonyme. J'avais vu ça sur internet, je ne sais absolument plus le nom. Si je retrouve, je mettrai le lien. On a aussi pour les documents sensibles ou pour les sources, et on a aussi un Secure Drop qui permet en fait de façon sécurisée et d'envoyer des documents pour protéger vos sources justement qui n'ont pas forcément sont pas aguerris. Après pour les gens qui veulent vraiment pas passer par ça, on a une boîte aux lettres, donc ils peuvent aussi parfois passer ou envoyer. Tout simplement envoyer un courrier. Mais après il y a un processus, donc soit si c'est par mail, soit c'est comme disait Julie, un peu filtré par ce pôle édito du service abonné qui réoriente en fonction des sujets aux journalistes. Et après, ça passe dans les mains des journalistes qui décident si ça vaut le coup ou pas. Parfois, parfois il y a de l'info, mais on peut pas aller au bout. Parfois, il y en a pas. Donc, le process, il est là. En fait, c'est assez transparent. Et sur le site. Je mettrai les liens. Je reviens une seconde sur le côté club abonné. Justement au-delà du côté où on peut participer, écrire, est-ce qu'il y a des projets pour donner plus d'exclusivité aux abonnés? Il y a les newsletters, il y a différentes choses. Je parlais tout à l'heure du média Tortoise où les gens peuvent avoir des accès plus tôt à des histoires ou à des podcasts. Est-ce que vous travaillez un peu cette notion de club, d'exclusivité côté marketing? Ouais,
Alors, dès lors qu'on est abonné, on a accès effectivement à un espace avantage qui se situe dans son espace personnel. Et là, on met à disposition non pas des informations exclusives, mais plutôt des avantages chez des partenaires en fait de Mediapart. Donc, ça va être, alors on l'a déjà vu ailleurs pour d'autres médias, mais il y a notamment des avantages avec Retro News, avec la Déferlante. Après, on offre quand même à nos abonnés des contenus exclusifs et notamment des chapitres, des BD dont je parlais tout à l'heure. Donc, on a ce type d'exclusivité. Après, on mène aussi des actions, on leur offre la possibilité, comme là dernièrement, de choisir par exemple le sommaire du prochain livre sur les 15 ans qui sortira en juin et qui s'appelle 15 ans, 15 enquêtes. Et donc, on a donné la possibilité à nos abonnés de choisir parmi 100 enquêtes sur les 6300, les 15 et vous avez qui font le respecté ce sommaire. vote démocratique, c'est vrai. Tout à fait. Nous sommes radicalement démocratiques. Il n'y a pas eu de troll, justement. Ça va, c'était parmi 100. Donc, parce que généralement, quand on demande l'avis aux gens comme ça, ils peuvent un peu s'amuser. Mais bon, là, donc, et le choix est bon, en l'occurrence. Le choix est bon. Le choix est bon. Je sais pas si on n'a pas encore communiqué aux participants, donc on va leur réserver l'exclusivité. Voilà. Mais Abonnez-vous. le choix est bon. Abonnez-vous. Je voulais rebondir sur un truc que tu dis. Ah oui, non, par exemple, il peut y avoir aussi des moments où le format permet de l'exclusivité, c'est-à-dire que par exemple le Media Crash dont on parlait tout à l'heure, ça sortait en salle, donc on savait qu'il y avait un délai de quelques mois avant de pouvoir le remettre sur le site, donc on avait fait une avant-première la veille au soir sur le site réservé aux abonnés. Donc quand on sait que ça c'est des bons avantages. Voilà, parce que ils sont abonnés, on va déjà leur dire d'aller en salle, payer une place, on se dit voilà, pendant quelques heures vous pouvez le voir en avant-première et après il reviendra sur le site. Top. On arrive au bout de cet épisode. Je voudrais juste un peu se projeter sur le futur, peut-être pour toi, Cécile. C'est quoi les projets futurs de Mediapart ? Tu viens de prendre justement ce nouveau rôle de directrice générale. Est-ce que tu as une roadmap avec un bel anglicisme, mais c'est quoi un peu les projets d'évolution de Mediapart ? Alors, ce serait sûrement un petit peu long de développer l'ensemble des projets de Mediapart parce qu'on en fourmille, évidemment. Il y en a un qui nous tient tout particulièrement à cœur et que je voulais évoquer ici. C'est celui d'accélérer encore un peu plus sur la question climatique et écologique qui nous inquiète, préoccupe, voire même plus que ça, énormément. Donc Mediapart, depuis sa création, en fait, couvre la question écologique. On a eu des journalistes en charge de la question très tôt. On a eu donc une couverture éditoriale très rapidement. Aujourd'hui, on a un service écologique composé de 3 journalistes, mais on réalise aussi à l'urgence de tout ce qu'on observe qu'il faut accélérer, renforcer à la fois notre couverture éditoriale, les messages qu'on fait passer, les moyens de comprendre ce qui est en train de se passer pour tout le monde, les perspectives aussi, et puis en tant qu'entreprise aussi d'accélérer sur l'amélioration de notre empreinte carbone. Donc on a des discussions en interne, on a un comité écologie qui s'est créé avec des personnes de tous les services. On est en train de se mettre en ordre de marche pour réaliser un bilan de nos émissions de carbone afin de voir quelles sont nos marges d'amélioration, étant entendu qu'on est quand même déjà une entreprise où ces questions-là sont sont au cœur des préoccupations, et je pense qu'on a plutôt des pratiques assez responsables par rapport à nos émissions carbone. Mais on veut mesurer tout ça et on veut pouvoir prendre des décisions fortes, se donner des objectifs ambitieux pour réduire notre empreinte, participer activement à ce qu'on croit être la seule marche possible pour la suite des choses. Et d'un point de vue éditorial, au niveau de la rédaction, on est en train d'organiser une espèce de task force écologique avec des personnes dans chacun des pôles qu'évoquait Renaud tout à l'heure, parce qu'au-delà de la seule couverture du pôle écologie, on se rend compte qu'il faut que chacune dans son domaine ait cet angle écologique au cœur de ses préoccupations et aborde finalement tous les sujets qu'on aborde dans Mediapart avec cette question-là en tête, tant l'urgence est forte, et tant la mobilisation de tout le monde est importante. Et on se dit qu'à Mediapart, même si ça a toujours été quelque chose d'identitaire chez nous, il faut qu'on passe un cap, qu'on soit encore plus
connus pour cela, qu'on donne aussi à comprendre et des perspectives aux gens pour pas rester tétanisés devant l'inquiétude que tout ça génère, mais pour aussi donner des perspectives, des solutions, des idées, des modes d'action pour faire avancer les choses. Donc ça, c'est un très gros chantier ou une très grosse priorité, je dirais, pour Mediapart dès 2023, sur laquelle on va accélérer. Et voilà, donc on voulait partager ça dans le aujourd'hui. rapport des 16 ans 2024, voire. Tout à fait. Mais c'est important. Alors effectivement, tu dis il n'y a pas de KPI, mais d'objectifs, de chiffres. Mais ça, je pense que c'est chouette de s'engager là-dessus et puis de voir, comme vous êtes toujours dans cette transparence, ce que vous avez mis en place et de montrer un peu l'exemple. On suivra ça, j'aime bien. Merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet, Renaud, sur les sur projets sujet, mais ouais, sur les projets, comme on parle des 15 ans de Mediapart, c'est vrai qu'on a préparé pas mal de choses cette année pour gros les programme lecteurs, pour la com là pour les 15 ans, c'est forcément une grosse année. Ouais, on va aller à la rencontre beaucoup plus des lecteurs que ce qu'on a fait jusque-là, un peu dans la lignée des débats Mediacrash dont on parlait tout à l'heure, qui avaient beaucoup marché. Donc là, cette année, on va faire 15 ans et 15 villes, donc 15 événements dans 15 villes. Mais pas Bordeaux. J'ai vu que vous l'avez soigneusement évité sur la carte. Mais on va commencer là le 25 mars à Paris par notre festival un peu traditionnel, c'est la 5e édition. Et puis ensuite, on va aller dans 14 autres villes, donc à partir du mois d'avril jusqu'en décembre. Ça va nous amener jusqu'à Bruxelles. Donc ça sera des samedis après-midi et ça sera des échanges vraiment avec des journalistes de la rédaction, comme je disais tout à l'heure, à bâton rompu sur leur métier, sur c'est quoi le journalisme, un peu pour lever tous ces fantasmes dont tu parlais parfois. Et on va aussi faire là, dans la deuxième quinzaine de mars, une campagne de com autour de l'utilité de Mediapart de ces 15 ans. On va avoir de l'affichage en gare, en métro, sur des grandes affaires, aussi en affichage sauvage, aussi en radio. Et ça sera décliné aussi dans toutes les villes où on va aller pour les événements tout au long de l'année. Il y aura aussi ce livre dont parlait Julie en juin. Donc voilà, on a une année quand même bien chargée. Ouais, on va avoir du Mediapart. Et on va rencontrer les gens, c'est vraiment ça, aller dans l'espace public, un peu le journalisme de rue, quoi. Aller rencontrer les gens, être aussi dans l'espace public aussi via la campagne de com. Donc c'est vraiment l'idée, quoi. C'est là que ça se passe. C'est là que sont vos futurs abonnés, sont vos lecteurs, et c'est pour eux que vous travaillez. Super, très clair. Je sais pas si je dois dire bon courage ou merde pour ce programme, en tout cas de communication, que tout se passe bien, toutes ces dates, tu sais, parce que c'est un beau programme. On retrouvera, je mettrai des liens là-dessus. La dernière question, qui est plus le gimmick de l'émission, est-ce que vous avez un truc cool à partager? Alors, je sais pas si vous avez réfléchi tous les trois à un truc cool ensemble ou si individuellement vous avez. À 3, on le dit. Abonnez-vous. C'est hyper cool, abonnez-vous. Ça peut être un podcast, un livre, une expo, je sais pas, un film que t'as vu, un dessin animé. Alors je sais que c'est pas évident quand t'as pas préparé. Là, vous êtes trois, s'il y en a un ou une qui a spontanément une idée. Ouais, moi je dirais, pour faire encore un peu d'autopromo, la prochaine expo de Mediapart, rendez-vous le 25 mars au 104 à Paris pour voir l'expo de dessin des enquêtes de Mediapart, donc dessinées par Soulcier. D'accord. Soulcier. Ça, j'aimerais bien faire un épisode sur les illustrations un peu de presse, etc. Je pense que c'est un sujet qu'on évoque assez peu, qui est un peu compliqué, donc c'est un bon sujet. Donc c'est l'expo au 104 sur des 25... Les enquêtes de Mediapart, il y en aura 15 qui seront illustrées, 15. Voilà, les 15 du livre qui sort en juin, et donc illustrés par Thibaut Soulcier. Ouais. Top, ça, c'est bon. Cécile, tu as... Alors moi, je peux partager un truc cool qui est dans l'ordre de, comme on est là aussi pour partager les bonnes pratiques, les bonnes idées, etc. Et comme ça me concerne un petit peu et que c'est mon actualité, j'en parle. Je suis devenue directrice générale donc depuis quelques jours et je dois dire que la réussite d'un média comme Mediapart, c'est aussi de savoir préparer ce genre de transition. Parce qu'on a un projet qui est né il y a 15 ans sur la base d'intuitions incroyablement justes des cofondateurs et cofondatrices de Mediapart, ouais, tout à fait. Un contre-courant, on va dire, en tout cas. Et qui ont eu, il y a de nombreuses années déjà, ils ont commencé à réfléchir à la suite. Donc ils ont réfléchi à la suite avec la sanctuarisation du capital de Mediapart, c'est toute l'opération qu'on a faite en 2019. Ouais. Voilà, exactement. Donc on est complètement indépendant aujourd'hui, l'indépendance est sanctuarisée. Et très tôt aussi, ils ont commencé à penser à la transmission de leurs fonctions. Il y a eu la transmission du cofondateur, directeur éditorial pendant 10 ans, François Bonnet,
Karine et Stéphane qui sont devenus co-directeurs éditoriaux en 2018. Moi, la transition sur la direction générale se prépare aussi depuis plusieurs années. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important à partager avec tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Réussir son projet, c'est aussi préparer la suite. Et dans le cas de Mediapart, c'est extrêmement bien fait. Et voilà, je voulais aussi faire un petit clin d'œil aux cofondateurs et cofondatrices, et particulièrement à Marie-Hélène Smiéjean, qui a été directrice générale pendant 15 ans. Et donc, qui a pris sa retraite récemment. Ouais, qui est en train de la prendre en ce moment. Et qui, pendant plusieurs années, m'a formée et m'a appris tout ce que j'avais à apprendre pour pouvoir prendre la relève avec efficacité, je l'espère. On verra, on suivra ça. Merci pour la confiance. Renaud, je t'as vu trop de trucs. Ouais. Alors peut-être on peut parler de Média Vivant. Écoute, si tu veux un truc cool, puisque c'est Alix de Crécy qui nous a mis en relation, et puis j'avais parlé des Médias Vivants, ils continuent. Je pense que toi, tu y as assisté. J'y ai pas assisté, mais du coup, ça va reboucler sur le festival du 25 mars, puisqu'on va avoir une représentation de Médias Vivants en fin d'après-midi, le 25 mars. Et ils vont venir faire leur première enquête vivante qui était sur Marseille 1942 ou 3, je sais plus. Mais voilà, ils vont aussi, nous c'est un peu ça aussi Médias Vivants, mais aussi à ce festival, il y a entre 25 et 30 médias partenaires qui sont des médias de notre écosystème, des petits médias indépendants, des médias qu'on soutient, dont on est partenaire ou pas, mais qui sont dans cet écosystème de la presse indépendante, de la presse libre. Et c'est aussi une façon en fait de les mettre en avant et de faire avec des stands. On les fait participer à des débats ou comme Médias Vivants à une enquête sur scène. Donc ça c'est un truc cool de voir qu'il y a aussi toute cette presse qui est hyper riche en fait, qui est pas forcément très visible, qui galère un peu. Donc essayer de valoriser ça aussi, de montrer que il y a une offre médiatique de presse indépendante qui est foisonnante en fait, mais qui est très disséminée. Donc là, on les regroupe un peu la plupart au même endroit. Donc c'est aussi l'occasion de les rencontrer. Donc ce sera le 25 mars. Ouais, je crois. Bon. Au 104 à Paris. Pareil. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour retrouver tout ça, retrouver le programme. Merci à tous les trois pour votre temps. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous, d'en savoir un peu plus, d'ouvrir un peu le capot de Mediapart, voir comment ça se passe en vrai. Bon anniversaire. Quand même de vos 15 ans. Merci. Et alors évidemment, abonnez-vous à Mediapart, c'est important. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.